Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de 100% Éco sur Canal 2 International. C'est votre magazine de débat sur l'économie. Tout le monde le sait, au moment où les entreprises affrontent d'énormes écueils pour le financement de leur production, l'on note avec désolation la raréfaction des produits financiers admis à la cote sur le marché financier. C'est pourquoi, on susurre, on le dit un peu plus à gauche et à droite, dans toute l'Afrique d'ailleurs, l'actionnariat populaire peut être cette alternative crédible dans la mobilisation de l'épargne de manière à impacter les entreprises afin que celles-ci puissent créer de la richesse, des emplois. Mais la grosse question qu'on se pose, il y a des défis, il y a des contours que nous ne maîtrisons pas et nous avons invité des experts ce soir pour en parler, pour essayer de comprendre pourquoi les tenants et les aboutissants de cette problématique. Je m'en vais vous les présenter juste après cette transition. Aujourd'hui, nous parlons de l'actionnariat populaire. L'actionnariat populaire, c'est quoi? Ses défis, ses contours, ses mécanismes, on veut les comprendre. On veut tout comprendre, tout savoir, de manière à s'approprier le concept qu'on présente comme novateur pour nos économies. À mon extrême gauche, nous avons le docteur Louis Bagantolo. Il est le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières, la BVMAC. Bonjour et bienvenue, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Diabaté. Merci. À ma gauche, nous avons monsieur Samuel Roger Mbassa. Il est directeur général de la Société Générale Asset Management, la société de bourse de la multinationale bancaire Société Générale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et à ma droite, nous avons monsieur Willy Foster Ngomsi. Il est le Chief Executive Officer du cabinet PFAC. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur Henri. Bonjour aux autres invités, monsieur Samuel, monsieur Ntolo. Bonjour. Merci, bonjour. Et avant que de commencer le débat, nous allons écouter la chronique de Henrik Ndé qui va nous préciser, faire l'état des lieux en fait de l'actionnariat populaire en Afrique. Au moment où les économies africaines affrontent d'énormes difficultés pour le financement de leurs activités, les flux sans cesse croissants issus de l'économie réelle suscitent une problématique légitime quant à sa capacité à irriguer les canaux et circuits économiques. La mobilisation de l'épargne intérieure devient dès lors un enjeu majeur pour la densification de nos marchés financiers en produits financiers attractifs, qui entend fixer les défis, les contours et les mécanismes de l'actionnariat populaire comme alternative crédible du financement de nos économies africaines. Madame, Monsieur, bienvenue à nouveau sur ce plateau. Le docteur Bagantolo, je me tourne vers vous. Dites-nous, l'actionnariat populaire concrètement, c'est quoi? Alors, pour être simple et factuel et court, l'actionnariat populaire est un phénomène qui permet à un chef d'entreprise de pouvoir se financer autrement. Financer le haut de bilan de son entreprise en prenant de l'argent auprès du public plutôt qu'auprès des institutions bancaires classiques qui peuvent vous financer. Donc, actionnariat populaire, c'est j'ouvre le capital de mon entreprise aux passants, aux benséquineurs, aux fonctionnaires, à n'importe qui passe. Et cette personne va acquérir une petite portion de mon capital, donc de mon entreprise. Il devient copropriétaire et à partir de ce moment-là, nous pouvons siéger ensemble, c'est-à-dire pour pouvoir regarder la gouvernance de cette entreprise. Il a une fraction, il peut participer au vote. S'il y a des bénéfices, il peut bénéficier aussi du dividende. Donc, c'est tout simplement un changement de mécanisme de financement pour une entreprise, financer le haut de bilan à partir de l'épargne des populations. Donc, l'actionnariat populaire, ce sont les masses populaires qui sont conviées à soutenir l'effort de financement des entreprises par la décision de cette entreprise-là d'ouvrir le capital. C'est justement pourquoi nous avons convié là, parce que
s'il faut démocratiser le capital de nos jours, c'est-à-dire, je dis démocratiser, c'est-à-dire permettre à des acteurs qui étaient inconnus au portillon du capital des entreprises, les amener dans les entreprises, inévitablement que cela va impliquer des conditionnalités, et on va en parler tout à l'heure. Samuel Roger Mbassa, dites-nous, quelle approche vous avez de l'actionnariat populaire? Parce que chacun de nous a son idée de l'actionnariat populaire. Au quartier, les gens que je rencontre, ils me disent l'actionnariat populaire. Je pose la question, avez-vous déjà entendu parler? Il dit oui. C'est quoi? Il a sa vision. Et quand je compte 5 personnes, c'est 5 visions. Donc, je voudrais savoir, pour vous, en tant que financier, quelle approche vous avez? En tant que banquier, quelle approche vous avez de l'actionnariat populaire? Ok, merci de la question. Donc, étant donné que nous sommes une société de gestion d'actifs, je dirige une société de gestion d'actifs, nous sommes plus du côté de ceux qui sont des investisseurs, c'est-à-dire de ceux qui ont de la ressource et qui veulent justement la placer sur les marchés financiers. Et vu de ce point de vue, l'actionnariat populaire serait quelque chose d'excellent parce que ça permet carrément un changement de paradigme dans notre univers. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un peut être salarié, quelqu'un peut être étudiant, quelqu'un peut même être chômeur, mais avoir une source de revenus régulière et qui correspond à son niveau de revenu. C'est-à-dire aujourd'hui, pour avoir des dividendes réguliers annuels, il ne faut plus forcément avoir 1 million qu'on est capable de placer en bourse. On peut le placer à partir des montants très faibles, peu significatifs. Donc, ce serait vraiment une révolution d'implémenter l'actionnariat populaire dans notre environnement. Et pour nous, en tant que société qui collecte l'épargne du public pour la placer sur les marchés financiers, ce serait vraiment excellent. Parce que n'oublions pas que quand on regarde les statistiques au niveau macroéconomique, les agents qui sont à capacité de financement, ce sont surtout les particuliers, les ménages. Donc, pris individuellement, ça peut être insignifiant, mais quand on somme tout cela, ce sont des montants énormes. Et donc, ça va effectivement permettre de révolutionner le financement des entreprises. Willy Nonsi Foster, mais dites-nous, vous êtes expert comptable, vous êtes dirigé un cabinet. Quand on parle d'actionnariat populaire, comment ça fonctionne, ça machine dans vos esprits? Bon, Monsieur Henry, actionnariat populaire, je vais me placer du point de vue de cet accompagnateur des entreprises, des PME camerounaises et de la zone CEMAC pour dire combien sont grandes les difficultés qu'ils ont à pouvoir accéder au financement pour leur fonds de roulement, pour le développement de leur activité. Lorsque je regarde, par exemple, ces difficultés, naturellement, ils sont pratiquement édifiés par les statistiques. L'année dernière, par exemple, au niveau des crédits, on a eu pour environ 1,4 milliard de crédits distribués. Mais quand on regarde la propension, on voit que les grandes entreprises en ont bénéficié pour l'ordre de 69%. Et les PME en ont bénéficié que dans l'ordre de 21%. Donc, directement, accéder au financement auprès des banques classiques, auprès du marché traditionnel, pour les PME, reste encore extrêmement difficile. Et l'actionnariat populaire peut donc être vu, à mon sens, comme étant cet outil alternatif au financement qui permettra, comme le docteur l'a dit, de pouvoir donner aux entrepreneurs la possibilité de se départir d'une partie d'une propriété, d'une partie de leur entreprise en contrepartie du financement qu'ils recevraient des particuliers qui deviendront copropriétaires de leur entité et permettront en retour de glaner un certain nombre de revenus pour pouvoir financer leurs activités. Donc, actionnariat populaire, véritablement, ça peut être une niche, ça peut être un outil alternatif pour le financement des PME. Docteur Lubanga Ntolo, je vous recevais ici il y a, je crois, 1 an et demi. On parlait à la radio à Suite FM, la radio du groupe Canal 2 International. Et vous m'avez dit, moi, je vais, à mon élection, je peux dire, à la BVMAC, je m'étais dit, je vais démocratiser la bourse.
Je vais amener le petit peuple à la bourse. Nous tous, on était d'accord. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que les actions sont très chères. Quand on regarde le prix, quand même, c'est pas à la portée du bas de la bourse, du bas de laine, c'est-à-dire du bas de laine du citoyen lambda. S'il faut, dans le cas national populaire, que faudra-t-il faire? Faudra-t-il fractionner les prix des actions ou bien on va continuer avec le même schéma, quitte à ce que certains laissent des plumes? Bref, tout le monde voudrait savoir. Parce que la bourse reste encore un endroit mystérieux pour certains. Vous voudrez bien savoir comment ça va se passer. Merci Henri, je vais répondre à votre question pour d'abord insister sur vraiment l'importance pour les chefs d'entreprise aujourd'hui d'ouvrir leur capital, de ne pas avoir peur et aucune appréhension à avoir. Et l'importance aussi de l'ouvrir via des mécanismes sécurisés qui sont le marché financier, avant de voir pourquoi, dans le cadre de la démocratisation des pratiques financières, nous avons comme objectif de pouvoir jouer sur le prix, la valeur des titres qui sont proposés. Alors, sur l'importance, je voudrais signaler et insister sur le fait que lorsque vous ouvrez votre capital à une personne, cette personne vous donne des fonds gratuitement. Gratuitement. C'est pas comme si vous avez émis un titre de dette où vous devez rembourser en payant un intérêt dessus. Il vous fait confiance, votre entreprise prospère. Il n'y a pas un pacte de garantie, quelque chose? Voilà. C'est gratuit. Je prends une action, c'est gratuit. Vu que je gagne en propriété, je suis propriétaire, et nous commençons donc à construire une entreprise ensemble, nous prenons des décisions ensemble, on vote ensemble. S'il y a un résultat négatif, on l'assume ensemble. S'il est positif, on peut décider de se répartir les bénéfices. Donc, vous collectez 100 000, 1 milliard, parce que vous avez ouvert votre capital, cet argent-là, personne ne vous le réclamera. La seule chose que la personne vous demande, c'est de bien gérer l'entreprise pour qu'il ne puisse pas avoir perdu son argent dans le cadre de cet investissement-là. Donc, il y a cette fameuse gratuité qui est vraiment consacrée. Il y a le fait que la masse, M. Mbassa a dit quelque chose de très important. Si vous vendez à 1 million de personnes une chose qui coûte 10 000, vous vous retrouvez en train de collecter 10 milliards. Aussi simple que ça. Alors, au niveau de la CEMAC, nous sommes plus de 63 millions dans les dernières statistiques. Si vous vendez quelque chose qui coûte 10 000 à 1 million de personnes au niveau de la CEMAC, vous avez collecté 10 milliards. Et quand vous avez vos 10 milliards, si jamais l'entreprise ne tourne même pas, chaque personne individuellement va dire, bon, je peux perdre 10 000 sans que cela m'affecte énormément. Donc, c'est un risque que je peux supporter, perdre 10 000. Ça ne va pas déséquilibrer ma vie, ainsi de suite. Donc, il y a le fait que la masse peut vous donner des montants très importants, c'est-à-dire avec la dilution du risque. Le risque est dilué sur une grande partie. Mais lorsque vous avez vendu donc les actions à 1 million de personnes, mais ces millions de personnes vous soutiennent, ils deviennent les promoteurs de votre entreprise parce que là où vous mettez votre richesse, c'est là où votre cœur est. Vous avez envie de soutenir, de défendre la marque, de ne consommer que ces produits. Donc, en fait, un chef d'entreprise qui ouvre son capital crée un réseau d'acteurs qui défendent bec et ongle le fait que cette entreprise doit simplement, comme on dit souvent chez nous, cette entreprise doit sauf que grandir et réussir. Donc, vous collectez, vous êtes en train d'amasser des amis autour de vous, des défenseurs, des promoteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment intégrer ça. Dans les appréhensions, on dit, mais comment je vais gérer une entreprise? Comment je vais faire une assemblée générale avec tellement de monde? Mais vous avez vu pendant la période Covid, vous pouvez parler en visioconférence avec vos actionnaires. La loi le permet. On n'a pas besoin de les regrouper quelque part. Et si vous êtes généreux, vous pouvez les regrouper quelque part. Donc, une fois qu'on a dit ça, pourquoi il faut le faire via la bourse? Ne pas le faire en back-back, le gré à gré. Parce que vous devez être sûr que vous aurez des professionnels en face de vous qui vont vous évaluer votre entreprise
au bon niveau. L'entreprise sera évaluée au bon niveau. Vous aurez une évaluation avec une valeur mathématique qui sera bien connue et la protection va être mise en place pour les autres acteurs. Maintenant, pourquoi il faut absolument... Donc, c'est pour ça qu'il faut venir sur la bourse. Parce que si vous le faites à côté... Et la bourse permet aussi à ce que les personnes qui vous ont fait confiance au début et qui peuvent se dire, bon, finalement, bon, c'est pas géré vraiment comme on voulait. Ils peuvent sortir. Et d'autres qui regrettent que, oh là là, comment on a fait pour rater ça? Ils peuvent entrer. Parce que les titres seront disponibles, c'est-à-dire il y a un marché pour ce titre-là qui est créé. Maintenant, nous avons le projet de fractionnement tient compte du fait que nous sommes assez lucides par rapport au niveau de vie, c'est-à-dire le pouvoir d'achat dans nos économies. Nous sommes dans des pays en développement et au niveau de la CEMAC, nous avons des économies fragiles. Et on se dit aujourd'hui à la BVMAC qu'on a des titres qui sont cotés à 200 000, les moins chers sont cotés à 21 000, les autres sont 50 000, 40 000, ainsi de suite. Si nous restons aussi élitistes, nous nous adresserons à très peu de personnes. Et les chiffres ne nous mentent pas. Aujourd'hui, dans toute la CEMAC, nous avons moins de 10 000 comptes titres. Dans toute la CEMAC. 60 millions de personnes. Sur 60 millions de personnes, nous avons moins de 10 000 comptes titres. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir 1500 milliards d'encours de dette, mais qui sont détenus par une cinquantaine d'acteurs institutionnels. Les particuliers sont dedans pour peut-être 9 500 dans les 10 000 que je dis. Donc, nous avons ce problème-là de dire que la bourse est restée entre des investisseurs, très peu d'investisseurs. Ce n'est pas un phénomène populaire. La bourse devrait être l'opium du peuple. Donc, pour pouvoir faire en sorte que la bourse devienne l'opium du peuple, nous devons agir là où nous avons les pouvoirs. Et nous pensons que nous avons le pouvoir de pouvoir faire du fractionnement. Ça veut dire que même si votre entreprise est valorisée, la valeur mathématique de son action est de 100 000 ou de 200 000, il faut que l'achat puisse commencer à 1 000 francs. Et que l'action que j'achète à 1 000 francs, qui est issue du fractionnement, donc du split de la valeur normale de l'action, cette action de 1 000 francs garde l'entièreté des droits qui lui sont reconnus par l'acte uniforme OHADA. Ça veut dire que c'est une action achetée à 1 000 francs, mais j'ai mon droit de vote, j'ai le droit à l'information financière, je peux participer aux assemblées, je peux avoir mon dividende si jamais Donc voilà un petit peu le complément d'information que je pouvais donner sur ce thème très important qui nous réunit cet après-midi. Merci, Dr Bangantolo. Samuel Roger Mbassa, vous vendez des produits financiers, on peut le dire. Mais dites-nous, vous avez une classe quand même, c'est élitiste, c'est-à-dire que c'est des institutionnels. Est-ce que là-bas, il y a Amselam qui se retrouve au marché de la CTC, qui achète sa tomate, qui a des rendements réguliers, quotidiens, réguliers, mais est-ce qu'elle peut aussi avoir accès aux produits financiers, par exemple, que vous vendez? Ce que nous vendons, ce sont des organismes de placement collectif, oui, pour être plus précis. Un organisme de placement collectif, comme le docteur Bangantolo l'a dit, en fait, ce sont des mécanismes qui permettent justement de pouvoir s'adresser aux plus petits épargnants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un organisme de placement collectif, en fait, va être comme un panier où les différents épargnants, pas seulement des personnes morales, pas seulement des institutionnels, mais même des personnes physiques, vont donc mettre chacune ou chacun le montant qui lui correspond. Et nous allons investir la totalité sur différents types d'actions. Ça veut dire qu'en attendant la réforme qui est certainement en cours du côté de la Bourse des valeurs mobilières, à notre niveau, nous pouvons déjà collecter l'épargne des Baye Amselam justement, et nous pouvons la mutualiser avec l'épargne venant des personnes un peu plus nantis, avec l'épargne venant de certaines grosses entreprises qui disposent de trésorerie excédentaire et même d'institutionnels. C'est tout ça que nous plaçons donc sur le marché. C'est un peu ça notre métier. Et aujourd'hui, la gestion d'actifs justement permet d'avoir les parts. La valeur d'une part dans un fonds commun de placement n'est pas limitée. On peut aujourd'hui avoir la valeur d'une part, c'est-à-dire le minimum que peut investir quelqu'un
dans un fonds commun de placement ou dans un organisme de placement collectif peut être à 1000 francs, par exemple. Et donc là, on est sûr qu'on rend ça accessible vraiment au Bayam Selam. Donc, aujourd'hui, le marché financier est déjà accessible à une frange de la population qui est très basse. Mais ce qu'il faut compléter, c'est certainement des mécanismes et probablement l'éducation financière. Quand je parle de mécanismes, c'est qu'aujourd'hui, il faut certainement aller un peu plus vers la digitalisation. Donc, on a peu de comptes titres, moins de 10 000, comme l'a dit le docteur Louis Bangantolo dans la CEMAC. On a un plus grand nombre de comptes bancaires, mais aujourd'hui, on se rend compte quand même que le taux de pénétration du secteur bancaire est encore faible. Par contre, vous avez à côté les outils digitaux, notamment le mobile money qui permet d'accéder à plus de personnes. Donc, ce sont comme ça des options qu'il faut davantage approfondir pour permettre qu'à partir d'un compte mobile money et non plus seulement à partir d'un compte bancaire, quelqu'un puisse accéder à un titre financier et devenir donc actionnaire, propriétaire d'une entreprise à travers le marché financier. Et bien évidemment, comme autre mécanisme, il faudrait aussi que nous développions des plateformes numériques où maintenant les petits épargnants pourraient décider en temps réel de l'action, par exemple, qu'ils veulent acheter. Ça va de pair avec la réforme qui permet de fractionner les prix des titres. Donc, en résumé, je peux dire qu'aujourd'hui, déjà, on fait un peu dans l'inclusion financière parce que nous allons vers les plus petits épargnants. Et donc, une Bayam Selam peut aujourd'hui souscrire à un fonds commun de placement chez nous. Willy Foster, comme si tout le monde, nous tous sommes d'accord quand on écoute les commentaires, les définitions, les contours de la Sonora populaire, nous sommes tous d'accord que il faut promouvoir par tous les moyens cette alternative. C'est une alternative crédible. Mais maintenant, vous êtes fiscaliste. Dites-nous, est-ce qu'il faut pensez-vous qu'il est nécessaire de mettre en place une fiscalité adaptée à la Sonora populaire, ou bien on va aller avec la même fiscalité? Monsieur Henry, avant de répondre à cette question, permettez-moi, comme je l'ai dit, de me classer et de faire une évaluation de tout ce qui vient d'être déversé comme information et que je salue d'ailleurs à juste titre, parce qu'il faut se dire que l'une des choses qui est primordiale, c'est aussi la promotion la promotion des activités boursières. L'information n'est pas la chose la plus courante. Les entrepreneurs ne sont pas suffisamment édifiés. Je crois que ça, c'est aussi un des défis des acteurs du marché boursier. L'impôt prélevé sur les gains, c'est-à-dire les retours du placement des particuliers, sera de 10%, donc soit une réduction de l'ordre de 6,5% parce que l'IRCM à son taux normal est de 16,5%. Donc, le particulier qui effectivement décide d'aller investir dans un fonds de placement, où en retour il bénéficiera des intérêts ou encore des dividendes, il payera au lieu de 16,5% d'impôt, il n'en payera que 10%. Davantage, si le placement du particulier est fait sur des titres en provenance d'entreprises du secteur privé, le taux passe de 10% à 5%. Oui, en ça, on peut voir effectivement la volonté de l'État de pouvoir faire bénéficier ou alors de pouvoir réduire l'imposition des particuliers tout en promouvant l'accès des entreprises à la bourse. Donc, et la dernière classe sur le plan fiscal, c'est les titres issus de l'État elle-même et de ses partenaires les plus proches. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est totalement exonéré, dont le particulier qui souscrit à ces titres n'a véritablement aucun impôt à supporter. Donc voilà déjà ce que prévoit la fiscalité en place. Est-ce que, du plan de la fiscalité, Voilà. les conditions d'accès sont pratiques? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui, les questions sont très intéressantes parce que là, il est revenu sur les conditionnalités qui peuvent être un frein à la promotion de l'actionnariat populaire, c'est-à-dire qui peut être un frein à voir les entreprises profiter
de cette alternative de financement, mais également il a une bonne maîtrise de tous les dispositifs fiscaux tel qu'il est aujourd'hui et pour lequel une entreprise cotée en bourse, une grande banque cotée en bourse, qui n'est arrivée qu'en 2022, a fait un témoignage récemment en clôturant ses comptes pour dire merci aux autorités de la CEMAC parce qu'ils viennent de faire une économie de 750 millions, c'est-à-dire d'impôts. Et s'ils n'étaient pas cotés en bourse, ils les auraient payés au fisc. Ah. Donc, pour dire qu'au niveau des conditionnalités, votre question arrive au très bon moment. Dans un webinaire organisé par le régulateur de la COSUMAF, nous avons entendu Amondo Vision, la présidente de la COSUMAF, annoncer que le règlement général de la BVMAC révisé a été approuvé par la dernière session du collège. Donc, sur cette base-là, je vais donc vous donner les bonnes nouvelles. Dans les bonnes nouvelles, pour la petite et moyenne entreprise, nous exigeons avant de pouvoir présenter un chiffre d'affaires au moins d'1 milliard. Le chiffre d'affaires a été rabaissé à 50 millions. Nous exigeons avant que l'entreprise puisse ouvrir son capital au minimum à hauteur de 20%, ça a été rabaissé à 15%. Nous exigeons avant que l'entreprise puisse présenter un certain niveau de fonds propres, mais également qu'il puisse émettre les titres pour au minimum 200 millions. Nous avons rabaissé le montant minimum qu'une entreprise peut lever les fonds quand elle est une PME à 50 millions. 50 millions. Donc les exigences de fonds propres même ont été enlevées. Ça a été enlevé. Il y a tout un ensemble. Les exigences de 2 années bénéficiaires ont été enlevées. Ça a été retiré. Mais dans le cadre de ce webinaire, nous avons aussi entendu qu'il y a 2 problèmes qui empêchent les entreprises de venir. Il y a effectivement tout ce qui est externe, qui peut être lié aux conditionnalités, aux conditions même du marché, mais il y a les facteurs internes aussi à l'entreprise. La culture financière, la culture de la transparence. Les entreprises ont peur de la transparence. Pourquoi l'entreprise a peur? L'entreprise a des appréhensions de pouvoir se soumettre à trop de lumière sur ses états financiers, sur sa gestion en venant sur le marché. Les entreprises craignent que le fisc leur tombe dessus une fois qu'ils ont fini de présenter leur DSF à des investisseurs. Et tant que nous n'avons pas regardé ce problème sérieusement, il faudrait qu'on essaie il faut qu'il y ait un dialogue fiscal, un dialogue social. Peut-être, nous on va souvent beaucoup plus loin en disant mais les États peuvent aussi donner une période probatoire de 3 ans pour dire aux entreprises, si vous faites une démarche pour aller sur le marché, quand nous allons venir auditer vos comptes, nous auditerons seulement sur les 2 dernières années. Ça veut dire que si je veux aller sur le marché nous sommes en 2025, si je veux aller en 2028, je commence par mettre la propriété dans mes comptes de cette année, les comptes l'année prochaine. Quand je vais attaquer de venir à la côte, l'État pourrait me dire, si jamais ils accèdent à pourrait me dire, vous qui entrez dans le schéma de l'appel public à l'épargne, j'oublie vos 15 années d'existence. Parce que ce qui réveille souvent l'État, c'est de dire, mais les états financiers qui sont présentés dans les documents d'information visés par les régulateurs semblent tellement bons parce qu'ils sont destinés aux investisseurs à qui on veut vendre quelque chose. Mais ça ne ressemble pas à ce que vous m'avez présenté pour payer vos impôts. Donc, il y a un problème. Et nous ne sommes pas en train de spéculer, c'est qu'un acteur qui est venu de lui-même sur le marché vit déjà cette situation-là. Et tous les jours, nous appelle pour dire à l'État que j'ai quand même déjà fait un effort, maintenant je ne peux plus tricher. Est-ce qu'on peut commencer, il peut me laisser tranquille maintenant, parce que je ne suis plus à mesure d'entrer encore dans l'obscurité. Je suis sorti. Donc, ces problèmes-là aussi, nous pensons qu'il est très important qu'on puisse tenir un discours d'apaisement, de dire, commencer déjà une phase de mise à niveau aujourd'hui, une phase de transparence. Parce que la transparence
ne coûte pas plus cher que l'obscurité. Parce que corrompre un agent du fisc, je vous assure, ça coûte plus cher. Que si vous avez vraiment fait arrêter proprement vos comptes, déclarer réellement, vous allez même peut-être avoir des avoirs fiscaux, des avoirs d'impôts. Donc, parce que les gens, des fois, n'arrivent pas à bien intégrer, et c'est pour cela que dans le nouveau règlement général de la BVMAC, nous demandons à ce qu'un professionnel soit forcément mandaté pour les PME. Il s'appelle le listing sponsor, qui va vous donner des apaisements pour dire voilà ce qu'il faut bien déclarer. Quand vous déclarez, il y a même des charges. La rémunération du chef d'entreprise, des fois, est oubliée. Il y a des charges que vous n'arrivez pas à remonter. Il faut les remonter. Et si vous les remontez proprement parce que vous êtes bien accompagné, vous allez vous rendre compte que vous n'avez même pas besoin de tricher. Vous n'avez pas besoin de tricher. Vous n'avez pas besoin de tricher. C'est-à-dire les coûts sont réels, mais il faut savoir les évaluer. Donc, nous sommes dans une dynamique où, effectivement, nous avons massivement allégé les conditions, que ce soit pour la grande entreprise ou pour la petite entreprise. Aussitôt que la BVMAC sera notifiée officiellement, le règlement général va faire l'objet d'une grande publication et nous comptons même organiser des séminaires, c'est-à-dire de vulgarisation de ce document pour vous montrer les allègements qui sont dessus. Et au niveau de la CEMAC aussi, on est en train de réfléchir à l'harmonisation fiscale. Parce que j'ai vu que vous avez beaucoup parlé de la législation fiscale camerounaise, mais nous sommes une bourse régionale. On est une bourse régionale. Et heureusement, le fisc camerounais a dit mes incitations, c'est-à-dire s'ajoutent, se cumulent avec celles qui sont décidées sur le plan sous-régional. Heureusement, ils ont bien précisé cela, que pour nous, c'est un petit plus qu'on vous donne. Parce que sur la sous-région, les incitations fiscales aux entreprises concernent uniquement les IPO. Donc, l'actionnaire populaire, ceux qui ouvrent leur capital. Ceux qui viennent pour la dette ne sont pas concernés. Il n'y a pas d'incitation pour ceux qui viennent pour la dette sur le plan régional. Mais uniquement les entreprises camerounaises sont concernées. Mais dès que vous quittez le Cameroun, tous les 5 autres États ne se limitent que sur le dispositif réglementaire régional, c'est-à-dire sur l'incitation. Donc, c'est des sujets sérieux. On sait qu'un chef d'entreprise, c'est-à-dire il n'y a pas d'intérêt, pas d'action. Donc, les incitations font partie. C'est pour cela que j'ai commencé par les 750 millions qui ont été gagnés, pour dire qu'il y en a qui les comptabilisent, qui disent, bon voilà, si nous n'y étions pas, voilà la facture qu'on aurait payée. Et comme on est allé, voilà les économies. Donc, ils nous font cette faveur de nous lister l'ensemble des économies qu'ils ont réalisées à moins de 3 années de cotation. À moins de 3 années, bon, imaginez dans 10, 15, 20 ans, ils vont parler en milliards. On dit, bon, on a gagné 7 milliards parce que nous sommes fait côté. Donc, les conditions, nous savons qu'il y a les 2 ordres. Il y a ce qui est facteur externe, nous on a déjà agi dessus. Maintenant, il y a les facteurs internes et nous pensons aussi que, comme vous l'avez souligné, nous devons faire un effort de beaucoup plus de vulgarisation, de promotion. Il faut rencontrer ces gens, apaiser leur peur et puis leur dire à un moment donné, rester dans l'obscurité, c'est-à-dire avec le fisc en essayant de temps en temps de donner une petite enveloppe par-ci par-là, ça vous coûte énormément cher. Ça coûte énormément cher. Moi-même, j'en ai été victime. J'en ai été victime parce que bon, je me suis fait contrôler. Je n'avais pas renouvelé ma visite technique. Mais la visite technique, c'est 10 000. C'était même 9 500. Mais peut-être 4 fois sur la route de Yaoundé, mais j'étais déjà à plus de 20 000. C'était déjà à plus de 20 000. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Un petit machin qui coûte juste par oubli. C'était une petite omission. Je n'avais pas su que le délai était déjà arrivé. Et j'ai payé 20 000 pour qu'on ne mette pas la fourrière. Donc, après, je me suis dit, mais non, tu as dit, ça ne sert à rien. Tu n'as même pas besoin de tricher, de garder 1000 francs ou 2000. Mais non, fais ta visite technique. Et c'est tout. Donc, je pense que les chefs d'entreprise sont dans cette logique-là aujourd'hui, mais il faut quelqu'un qui les sorte de cette crainte, les rassure, et même, il faut qu'il y ait carrément un dialogue entre l'État, l'administration fiscale et les entreprises, pour qu'il n'y ait pas d'appréhension, et que peut-être ils se mettent d'accord sur, nous, on veut venir sur le marché, jusqu'où vous êtes prêts à nous assommer. Si vous voulez le marché financier et que vous savez que dès le moment où on entre dans le marché financier, nous entrons dans la transparence, encouragez-nous que de nous faire peur, de venir nous redresser un peu plus tard. Je crois que c'est un dialogue qu'il faut qu'on essaie d'instaurer un jour dans tous nos États.
Samuel Roger Mbassa, tout le monde dit l'actionnariat populaire va venir réduire les inégalités en matière de richesse, mais vous avez parlé d'inclusion financière tout à l'heure avec le développement de la digitalisation, mais il y a une autre appréhension, je ne sais pas si vous la partagez, beaucoup de gens m'ont dit, ça va l'entrée, l'irruption de la masse de tous les exclus du système financier classique. Leur irruption dans le marché financier aujourd'hui va déstabiliser la gouvernance des entreprises. Et du coup, ça fait peur aux patrons d'entreprise. Est-ce que vous avez été confronté à ce type de situation en travaillant avec les entreprises? Donc, je comprends très bien l'appréhension. Et effectivement, si aujourd'hui l'actionnariat populaire se réalise dans notre environnement, plusieurs auront accès au capital des entreprises, mais avoir accès au capital de l'entreprise ne veut pas dire que la gouvernance est du coup déséquilibrée. Parce que quand vous avez accès au capital de l'entreprise, tout dépend d'abord de la proportion. Donc, le directeur général de la bourse l'a dit, le minimum selon le nouveau règlement est désormais de 15%. Pour entrer en bourse, l'ouverture d'au moins 15% de son capital. Et 15% du capital ne donne pas droit au contrôle de l'entreprise forcément. Ouais. Donc, il faudrait ouvrir le capital pour des montants beaucoup plus importants pour avoir accès à ce contrôle-là. Maintenant, il ne s'agit pas d'un individu qui, lui seul, va acquérir les 15%. Donc, c'est vraiment une masse populaire. Et donc, l'idée ici sera c'est comme dans un scrutin. Ce sera donc une question de vote, de droit de vote. Et donc, c'est la masse qui va toujours décider. Maintenant, il faut savoir que dans la gouvernance d'une entreprise, l'actionnariat vous donne droit surtout à la participation aux assemblées générales, où certaines grandes décisions de l'entreprise sont prises. Mais à côté de ça, l'assemblée générale établit un conseil d'administration qui dirige et une direction générale derrière qui, au quotidien, dirige l'entreprise. Donc, c'est cette gouvernance-là qui garantit donc le bon fonctionnement de l'entreprise et qui vient juste rendre compte à l'assemblée générale. Donc, l'actionnariat populaire, de ce point de vue, n'est pas quelque chose à craindre. Il y a même d'autres mécanismes sur le plan juridique qui permettent, par exemple, que quelqu'un soit actionnaire, mais qui ait, par exemple, des droits de vote historiques qui soient reconnus à quelqu'un qui a fondé l'entreprise. Parce que celui qui a fondé l'entreprise a, par exemple, une vision qu'il veut dérouler. Et donc, on va lui concéder des droits de vote plus importants, même si les autres, à partir des fonds qu'ils ont investis dans l'entreprise, ont aussi des droits de vote. Donc, il y a beaucoup de mécanismes sur le plan juridique qui permettent aussi de gérer ça. Ça ne devrait pas être une crainte puisque sous d'autres environnements, en fait, il y a effectivement cet actionnariat populaire. Il peut y avoir des milliers d'actionnaires dans une entreprise. Ça n'empêche pas une famille, par exemple, qui a fondé cette entreprise il y a 100, 200 ans, de continuer à avoir une influence sur la direction de l'entreprise. Et derrière, les structures qui sont mises en place permettent le bon fonctionnement de l'entreprise, indépendamment de cette masse des actionnaires. Mais vous avez embrayé sur une question que je voulais poser aux deux panélistes, DG la BV Mac et à Willy Foster Ngomsi. Je vais la poser directement, c'est de savoir, vous encadrez les entreprises dans votre cabinet, vous accompagnez les entreprises, les petites et moyennes entreprises et tout. Et généralement, chez nous, la structuration des petites et moyennes entreprises c'est d'essence familiale. C'est-à-dire que c'est le fondateur, c'est le grand-père, le père a pris les enfants. Hein, vous avez Kamdem et fils. Donc, ça se passe de famille en famille, de génération en génération. Alors, les gars sont en train de voir, mais l'entreprise de grand-père va tomber dans les mains de 5000 personnes qui vont venir avec 10 000 francs, mettre et avoir, je sais pas, 10 milliards. Comment ça va? Cette appréhension-là, les TPE, les petites et moyennes entreprises de famille, vous les rencontrez aussi là-bas? Ces gens, ils vous parlent de ça? Très bien, Monsieur Henry. Je pense que la question de la culture de l'entrepreneur est une question qui est au centre de cette réflexion. Parce que effectivement, il y a une peur que seule l'édification culturelle peut résoudre. Ça, c'est absolument pas discutable. Mais je pense que tout en applaudissant les efforts qui sont consentis au lieu pour pouvoir réduire les conditions d'accès
qui pour ma part reste véritablement l'une des problématiques phares de la question du manque de dynamisme de notre marché financier, c'est de se poser la question de savoir, OK, lorsqu'on a mis de côté les multinationales étrangères et qu'on regarde de façon saine la composition de notre tissu économique, qu'est-ce qu'il reste? Donc, à partir du moment où on a fait une évaluation de ce genre, on comprend réellement que les multinationales qui, oui, vont constituer les 80% de notre tissu économique, n'auront pas grand-chose à gagner sur le marché financier de la sous-région. Quant à côté, on sait que par exemple en Afrique, la BVMAC représente moins d'1% de la capitalisation boursière des marchés financiers de l'Afrique. Donc, directement, en termes même de ressources à accueillir, jusqu'ici n'est pas très attractif. Par exemple, par rapport aux autres bourses de valeur. Et cette non-attractivité peut se justifier par le manque d'atomicité qui est en fait l'un des principes clés pour le dynamisme boursier. Quand on a fait du moins lorsqu'on a apuré cela de façon terre à terre, examinons donc le restant, c'est-à-dire notre tissu réel, et regardons les conditions. OK, pour le chiffre d'affaires, oui, on parlait de chiffre d'affaires d'1 milliard. Donc, il faut donc maintenant regarder la propension des entreprises locales qui sont capables effectivement de réunir les conditions, certes allégées, par rapport, quand on va regarder sur le plan concurrentiel, par rapport au fonctionnement d'autres marchés boursiers qui sont déjà suffisamment avancés, opérants, on se rend compte que, effectivement, quand bien même la question de la culture, de la crainte aurait été levée, jusqu'à preuve de contraire, et ça c'est mon avis sur la question, je pense que malgré les efforts, je crois que les conditions restent toujours assez rudes par rapport au tissu économique local. Par rapport au Donc tissu... vous voulez un allègement? Un allègement. Voilà. Moi, je pense que, en fait, on devrait peut-être se tourner parce que au rang des autres mécanismes dans le financement participatif, on a par exemple le fonds crowding, qui est un autre mécanisme qui permet aux entreprises de se faire financer non seulement par les entreprises cotées, mais aussi non seulement qui permet aux particuliers d'investir dans les entreprises non seulement cotées, mais dans les entreprises non cotées aussi. Donc, ce sont des plateformes sur lesquelles, je pense, la BVMA, je ne sais pas s'il y a des réflexions à ce niveau, pourrait véritablement mener une réflexion profonde et voir comment institutionnaliser un cadre juridique qui soit assez solide pour permettre que, de façon directe, l'investisseur particulier puisse toucher directement l'entreprise dans laquelle il veut prendre des participations ou bien il veut investir. Quelle ait eu la possibilité d'être coté en bourse ou non. Parce que gardant ceci et laissant toutes choses égales par ailleurs, moi je crois que les conditions sont toujours véritablement assez difficiles d'accès pour le plus grand nombre. Mais à côté de ça, je vais aussi interroger le docteur, moi je ne vais pas louper l'occasion, sur la capacité pour les utilisateurs ou alors pour les investisseurs locaux à pouvoir entrer et sortir du marché. Parce que quand je regarde par exemple la configuration actuelle, bon, déjà pour acheter une quote-part des titres qui sont sur le marché, qui sont proposés sur le marché actuellement, c'est pas une mince affaire. Mais quand je les ai même achetés et que demain j'ai un problème, j'ai investi mes 20 000,
demain j'ai un problème, je veux désinvestir et peut-être résoudre mon problème avant de réinvestir. Est-ce qu'il y a cette facilité à pouvoir entrer et ressortir sur le marché boursier actuellement? Si oui, ce sont lesquels? Sinon, est-ce qu'il y a des réflexions autour de la question? Moi, vous allez excuser, j'insiste dessus parce que notre rôle aussi, c'est de pouvoir être à la source de l'information. Donc, c'est quoi j'ai dit, je ne peux pas rater cette occasion pour pouvoir, autour des entreprises que nous encadrons, être ceux qui vont porter le relais. Donc, voilà un tout petit peu, docteur, les questions qui me taraudent toujours l'esprit par rapport... Est-ce qu'on peut entrer et sortir la bourse comme ça? Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Déjà, au niveau du tissu industriel local, de penser que les multinationales ont 90%, c'est vraiment... c'est un jugement de valeur pour les capitaines d'industrie de nos économies qui ne passeraient pas. Peut-être en termes de chiffre d'affaires même. Parce que quand nous regardons la grande entreprise, si nous restons au niveau du Cameroun, quand on regarde la grande entreprise, au niveau de la direction des grandes entreprises, au niveau du MINFI, c'est environ 400 entreprises. Environ 400. C'est-à-dire, notre tissu, nous avons plus de 400 000 entreprises. C'est-à-dire au niveau de l'INS. Donc, quand vous enlevez ces multinationales, vous avez par secteur, que ce soit le secteur bancaire, le secteur agricole, le secteur des assurances, le secteur de la micro, par secteur, vous avez des champions nationaux. Des champions nationaux. Si on va uniquement d'abord sur le secteur bancaire, vous avez des champions nationaux. Vous avez des champions nationaux au niveau du secteur des assurances, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, lorsque nous enlevons 1 milliard et qu'on le baisse à 50 millions, donc vous voyez un peu la décrue. Et que c'est toujours cher. Bon, finalement, on aurait pu dire zéro. Mais si c'est zéro, ça veut dire que nous ne regardons même plus le risque qu'il y a. Je vais même vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Notre règlement prévoit qu'une entreprise qui n'a jamais arrêté un exercice comptable puisse venir à la côte en création. Ça veut tout dire. Ça veut dire que vous avez tout simplement besoin que votre business plan, donc votre plan d'affaires, soit certifié par un commissaire aux comptes agréé. C'est tout ce qu'on leur demande. Ça veut dire qu'on s'est complètement dépouillé d'un certain nombre d'exigences pour pouvoir permettre à ce que l'entrepreneuriat vienne. Donc, nous avons beaucoup de champions nationaux et là où nous avons baissé là, nous pensons que nous sommes allés tellement bas que nous avons été obligés de créer un compartiment médium. Parce que vous savez, même quand on voyage, il y a des gens qui préfèrent qu'il y ait une business dans un avion pour qu'ils prennent cet avion-là. Il y a des gens qui préfèrent. S'il n'y a pas la business, ils ne voyagent pas dans l'avion. Certains demandent la première classe, qui est très compliquée. Je crois que dans tous les vols Air France qui viennent ici, il y a peut-être 2 vols qui ont la première. Tous les autres ont la business, la premium et la classe économique. Il y en a qui ne voyagent qu'en première. Donc, en réalité, nous avons été obligés même de créer un compartiment médium pour dire, bon, ça, c'est les moyens. Et maintenant, il y a le prime, c'est-à-dire que nous avons créé, c'est-à-dire pour les majors, où ils peuvent faire une ouverture de capital à partir de 10% de leur capital social. 10, 15, 20, 25. Et comme disait M. Mbassa tout à l'heure, mais OHADA protège les chefs d'entreprise. Si tu sors pour 15%, et même pour 20-25%, mais ça veut dire qu'il y a 85%, c'est les élections, c'est les votes. Vous pouvez être 1000 dans la salle, mais celui qui a une seule personne qui a 50% des voix, dès qu'il a voté, c'est fini. Dès qu'il vote, vous rentrez. Donc, OHADA a protégé cela, c'est-à-dire c'est pas la masse qui vote. Vous pouvez être 5000 dans une salle, vous votez tous, et moi je suis tout seul avec mes 50%. Dès que j'ai voté, le vote est à ma faveur, et on continue. Monsieur Mbassa a parlé de minorité historique.
Oui, tu as dit les minorités historiques, c'est les fondateurs. Voilà. C'est les fondateurs. Quelle valeur alors dans, à qui on peut... Non, mais généralement, quand vous voyez les grandes entreprises aujourd'hui, on va vous parler de Dassault, on va vous parler de Moët & Chandon, on va vous parler de... C'est des noms de chefs d'entreprise. C'est des noms de famille. C'est des familles. Toutes les entreprises naissent d'abord dans un noyau familial. Après, ils prennent l'envol, ils deviennent des activités du CAC 40, sur la simple raison que je suis tout seul. Je vais vraiment vous prendre cet exemple. Je suis tout seul. Vous êtes peut-être dans ma situation aujourd'hui. J'ai acheté 2 hectares sur les bords de mer de Kribi. Je n'ai aucun moyen de pouvoir investir dessus. Je suis en train de sortir de la vie active, je n'ai pas de moyens. Je suis sûr que si je vous invite pour dire que le projet, pour pouvoir sortir un beau bâtiment, ce n'est que 300 millions. Je vous invite et chacun va prendre, comme c'est moi qui ai le terrain, vous me laissez 40%. Et je vous laisse les 60%, vous les divisez. Dès que le bâtiment est sorti, je commence à avoir du revenu. Avec mes 40%. Mais je peux attendre d'atteindre 70, 80 si Dieu me prête vie en regardant ce terrain-là. Donc, j'ai 100% de quelque chose qui me rapporte 0, mais je préfère garder 40% de quelque chose qui crache de l'argent. C'est des calculs simples. Donc, quand vous avez fait ce calcul simple, vous ouvrez. N'ayez pas peur que les gens viennent. Les gens, ils aussi prennent des risques. Imaginez, ils aussi prennent des risques en mettant leurs sous. Ils se disent que la seule chose en vous donnant cet argent, gratuitement, j'insiste, c'est qu'au moins ça soit quand même bien géré et qu'il ait donc accès aussi à regarder un peu ce que vous faites. Il faut vraiment pas lui priver de cela. Donc, je pense que le crowdfunding, bon, pourquoi on va ajouter des couches et des couches et des couches? Personne n'a jamais pu évaluer ce que l'intermédiaire, celui qui a la table d'agrégateur pour faire du crowdfunding aujourd'hui et qui s'adresse à des populations qui collaient 1000 francs pour donner à quelqu'un, cet intermédiaire-là, vous ne savez pas combien il se rémunère. Personne ne sait combien il se rémunère. Or, à la bourse, les prix sont affichés. Chez eux, les prix sont affichés parce que c'est des prix réglementés. Les régulateurs s'assurent que si j'ai dit 0,1, si tu appliques 0,2 ou 0,3, tu as dit je te frappe. Je te retire même l'agrément. Le développement de l'actionnariat populaire va permettre la préservation de la souveraineté nationale dans les relations financières avec l'extérieur. C'est Cameroun Tribune qui citait votre propos. Moi, je suis un panafricaniste. Lorsque j'entends ça, je suis content tout de suite. Je veux que ça renforce mon ego. Voilà, donc j'ai que des bonnes nouvelles pour mes propos conclusifs aujourd'hui, de dire que premièrement, ceux qui feraient cet effort d'ouvrir le capital, nous avons une ligne de financement déjà mobilisée. Ça veut dire que les fonds sont déjà au niveau de la Banque centrale, de $200 000 qui va permettre à ce que les 4 premières entreprises qui vont arriver en IPO, donc en émettant des actions au niveau de la BVMAC, cette année, bénéficieront chacune de $50 000 de prise en charge de frais. Donc ça, c'est déjà vraiment la nouvelle pour dire on vous aidera même à prendre en charge la plus grande partie des coûts qui sont liés au visa, à l'introduction en bourse, les frais du commissaire aux comptes, les frais du cabinet juridique qui doit signer vos documents d'information. Donc ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que le règlement général très allégé de la BVMAC pour les conditionnalités d'accès des entreprises a été approuvé par le régulateur et nous allons faire des campagnes de sensibilisation pour pouvoir vous montrer tout ce que ça comporte comme avantage, comme facilité. Et d'ailleurs, nous annoncerons pendant cette campagne de vulgarisation aussi le fait que la BVMAC a mis en place une cellule en interne, une cellule d'appui et d'accompagnement qui permet en fait à ce que nous ayons une petite pépinière d'une dizaine d'entreprises shortlistées au niveau de la CEMAC qui vont bénéficier, dans le cadre d'un partenariat avec la Banque mondiale que nous avons signé, qui vont bénéficier gratuitement, c'est-à-dire de mise à niveau sur le plan réglementaire, sur le plan fiscal, sur le plan ainsi de suite, de sorte à ce que, une fois qu'ils ont fini tous ces schémas, ils sont éligibles à lever de la dette. Maintenant, nous pensons que lorsque nous avons vu
dans les derniers chiffres de la Banque centrale, que l'épargne qui circule dans les wallets, qui n'est pas bancarisée aujourd'hui au niveau de la CEMAC, se situe aux alentours de 4 000 milliards. 4 000 milliards. Voilà l'épargne qui, aujourd'hui, n'est pas encore captée dans tout ce que nous disons. Et c'est vers cette épargne-là que nous sommes en train de faire un clin d'œil. Pour dire 4 000 milliards, l'Afrique peut se financer par elle-même. Ce n'est pas à nous, les Africains, de décider que nous ne prenons pas l'argent du Baye Salam. Parce qu'on dit que c'est de l'informel. Ce n'est pas à nous de refuser l'argent de celle qui fait les beignets. Il faut qu'on change de mentalité et qu'on sache que aller dans les eurobonds, c'est bien, il faut du mix de financement, mais en réalité, mobilisons de la ressource. La ressource est là. Pourquoi nous décidons qu'un argent, alors que ce n'est pas un argent sale, le petit argent, l'argent de la boue, l'argent des champs, l'argent de ceci, l'argent des motos, la sueur des taximans, nous le refusons dans le système bancaire. Pourquoi? Au point où on ne veut pas le recycler, on ne veut pas que nos économies se développent avec. Donc, quand nous regardons que cet argent qui circule dans ces instruments-là dépasse le budget de la Centrafrique, dépasse le budget du Tchad. Mais vous comprenez qu'il y a un problème. Ça veut dire l'argent qui circule dans ces trucs-là, c'est-à-dire peut soutenir l'activité de ces deux pays pendant toute une année, c'est-à-dire en finançant l'ensemble des problématiques qu'ils ont. Merci du fond du cœur pour vos différentes contributions. Madame, Monsieur, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Merci, Dr Louis Bangantolo. Merci, Samuel Roger Mbassa. Merci, Willy Foster Ngomsi. Vos contributions ont été tellement ô combien précieuses pour comprendre la problématique de l'actionnariat populaire. Madame, Monsieur, on se donne rendez-vous pour une prochaine édition de 100% Éco sur Canal 2 International.